Nous avons retenu les problèmes de défense et de sécurité sous le concept général de sécurité nationale. La sécurité, on ne le répétera jamais assez, n'est pas un champ que les militaires labourent seuls pour en livrer la récolte aux autres. Tout le monde a sa partition à jouer. Parce que la sécurité désigne la protection et la préservation de l'ensemble des intérêts vitaux de la nation. Cela comporte la défense de la souveraineté, la défense de l'indépendance, la défense de l'intégrité du territoire, la sécurité de l'État et des institutions, la protection des personnes et de leurs biens. Et c'est tout cela qu'on a mis ensemble sous le vocable de sécurité nationale. Il fallait que les citoyens aient une compréhension claire de ce concept. Il y a aussi un aspect qui échappe beaucoup aux gens. Les deux, par exemple, quand on parle des mesures d'autodéfense et des mesures d'autoprotection, on ne fait pas souvent la différence. Les deux sont complémentaires. Pour que les mesures d'autodéfense soient efficaces, il faudrait qu'en amont, on ait pris suffisamment, ça c'est la portée de tous les citoyens, les mesures d'autoprotection. Quand vous construisez votre maison, par exemple, et que vous ne prenez pas le soin de mettre les murs de clôture, mais vous vous exposez à la victimisation. Donc c'est les mesures d'autoprotection, c'est l'ensemble des mesures que l'on prend pour être à l'abri de la victimisation. C'est essentiel pour que les mesures d'autodéfense, qui sont des mesures, si vous voulez, la réaction contre une agression, soient efficaces. Aujourd'hui, de plus en plus, en dehors même, en plus même des murs d'enceinte que les gens prennent le soin de construire pour se mettre à l'abri, ceux qui ont un peu plus de moyens mettent des concertinants au-dessus des murs pour empêcher, si vous voulez, d'éventuels malfaiteurs d'avoir accès à leur demeure. Quand vous mettez des portes, on met souvent aussi des cadenas de sûreté, ainsi de suite. Ça, c'est des mesures d'autoprotection. Cela est essentiel. Et dans les camps, c'est très important. Je me rappelle quand j'étais commandant de zone en 2004, ça fait vieux déjà. J'avais pris le commandement d'une garnison qui n'était pas clôturée. En tout cas, depuis tout le temps, c'était depuis la période coloniale, il y avait une clôture qui était faite de barbelés. Après pratiquement 60 ans, les réseaux de culte de père avaient été aplatis. Il n'y avait rien. Alors quand le président est venu, moi j'ai dit, monsieur le président, pendant tout le temps que j'ai pris les consignes ici, je me demande où est-ce qu'il faut que je mette le poste de police et les piquets d'intervention pour avoir la chance d'intercepter d'éventuels brigands qui chercheraient à s'infiltrer dans le camp. Je dis que je me pose la question pendant tout ce temps, je ne trouve pas la réponse. Il dit, vous avez besoin de quoi? J'ai besoin de murs de protection. Nous avons la mission de protéger les populations, mais il faudrait que nous soyons en sécurité. Donc c'est comme ça que le camp a été clôturé et nous sommes dans une bien meilleure procédure pour prendre l'exposition à temps et venir éventuellement au secours des populations dont la sécurité est menacée. Je voudrais également que les gens comprennent que les militaires ne peuvent pas faire grand-chose si la population civile ne se sent pas concernée. Quand il y a un truc, parce que quand il y a les malfaiteurs qui descendent, mais ils descendent toujours chez quelqu'un, chez le voisin, chez l'ami, chez le parent, il faut avoir le réflexe de signaler ça. Pour que les militaires aient le temps nécessaire de se préparer pour venir. Mais on ne fait pas. Les gens disent, bon, quand il y a un problème, bon, ça c'est l'affaire des militaires. Non. On est ensemble là. Pour que les militaires puissent être efficaces, il faut qu'ils aient le renseignement à temps. Et c'est pour cette raison qu'on prend les dispositions pour faire ce qu'on appelle, je vais rentrer dans les détails un peu techniques, à élaborer ce qu'on appelle des plans d'emploi. Les plans d'emploi, c'est la planification à froid. On se dit, puisqu'on n'est jamais assez prudent, on se dit, bon, on va prendre des dispositions pour qu'au cas où une crise éclaterait, pour qu'on ne soit pas démuni, qu'on ne soit pas dans le cycle permanent de crise et planification d'urgence. C'est très mauvais. Donc on planifie, on met à côté, sans aucune menace.
on met dans le tiroir pour que le jour où il y a une menace du genre qui éclaterait, eh bien on voit parmi les plans qu'on a élaborés, quel est le plan qui s'adapte le plus, qui se rapporte le plus à la situation que nous vivons. Ça, c'est la planification d'emploi. C'est différent de la planification de mise en œuvre que nous sommes en train de faire, qui doit être mise en œuvre à court terme. Ou bien on planifie ou on va exécuter. Des trucs comme ça. Ça, c'est très important. On n'a pas l'habitude de faire tout ça. On a mis l'accent sur tous ces aspects-là pour que les militaires sentent qu'ils n'ont pas le droit de s'asseoir, de se tourner les pouces. Ils doivent toujours être, si vous voulez, les sens en éveil pour être en perpétuelle préparation pour ne pas être pris en défaut de capacité le jour où la crise éclaterait. C'est des trucs comme ça qu'on a essayé. On a également, nous avons un pays qui est très vaste, hein, très vaste, 1 241 138 km². Plus de 7000 km de frontières. Même dans 50 ans, on ne pourra pas contrôler les frontières. Il ne faut pas qu'on se leurre, on ne peut pas. Pour la petite histoire, les Américains ont 1300 km avec le Mexique, malgré tous les murs qu'ils élèvent. Ils ne peuvent pas contrôler. Et rien qu'avec l'Algérie, nous avons 1300 km de frontières. On ne peut pas contrôler avec quoi? On ne peut pas. Donc tout ça, il faut que les gens soient un peu tolérants. En ce cas, qu'ils donnent le temps à l'armée de réagir en donnant en amont l'information nécessaire qui puisse leur permettre de se préparer pour faire face, si vous voulez, à d'éventuelles crises. Surtout que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Dans l'élaboration de la stratégie nationale de sécurité, nous avons retenu que 3 fonctions stratégiques. La protection, connaissance et anticipation, et l'intervention. Nous n'avons retenu ni la dissuasion, parce que nous n'avons aucune capacité de dissuasion. Nous n'avons pas obtenu également la projection, parce que nous n'avons pas de capacité de projection. Les gens pensent aujourd'hui qu'on a mis suffisamment de moyens à la disposition de l'armée, mais ce n'est pas suffisant. On a quelques hélicoptères, et même de plus en plus des drones. Supposez que vous ayez, par exemple, des hélicoptères positionnés, par exemple, à Mopti, et que des éléments se trouvent en difficulté à 500 km plus loin. L'hélicoptère va arriver au bout de combien de temps? Même 30 minutes, c'est tard. Ce sera déjà tard. Donc ce n'est pas suffisant. Il faut éventuellement compléter ce qu'on a avec la chasse qui est beaucoup plus rapide. Sauf que ça coûte très cher. Chaque pays a l'armée qu'il mérite. Ça prendra le temps qu'il faut d'avoir les moyens et d'avoir une armée qui soit vraiment opérationnelle et surtout qui soit à la hauteur des défis auxquels l'État peut se trouver confronté. Voilà en gros rapidement les problèmes. Donc on a dit qu'il faut améliorer le maillage du terrain. Le maillage du terrain, c'est quoi? Il faut essayer de faire en sorte pour que... La force la plus décentralisée aujourd'hui des forces armées de sécurité, c'est la garde nationale. Dans les plus petits arrondissements, préfectures, il y a au moins un élément de la garde. Quand il y a un risque qui apparaît quelque part, un risque, c'est un danger potentiel. Il peut évoluer pour devenir une menace. Mais quand il y a déjà le risque, il faudrait faire remonter l'information au niveau approprié, au niveau du chef d'état-major général des armées, pour qu'on puisse éventuellement se préparer, prendre conscience des défis capacitaires qu'il y a, appeler l'attention du gouvernement pour essayer de les combler, pour qu'au cas où le risque évolue pour devenir une menace, pour qu'on ne soit pas surpris encore une fois en défaut de capacité. Voilà, en gros, rapidement, c'est un ensemble de problèmes qu'on a abordé. Évidemment, pas dans le détail comme ça, mais c'est en gros, encore une fois, il faudrait que nos cousins civils se sentent concernés par les problèmes de sécurité, parce qu'encore une fois, la sécurité n'est pas un champ que les militaires labourent seuls pour en livrer la récolte aux autres. On a pris, mais ça fait combien de mois? On a d'abord pris 4 mois pour élaborer l'avant-projet, et aujourd'hui on est peut-être au 3e mois, pour élaborer, transformer l'avant-projet en projet. Donc on a eu le temps largement de faire le tour et d'identifier tous les problèmes auxquels sont confrontées les forces armées de sécurité pour pouvoir les inclure, enfin ce qui peut être mis dans la charte. Ce qui peut être mis dans les détails opérationnels, vous ne trouverez pas ça dans la charte, mais l'essentiel de ce qui doit être fait au niveau stratégique est contenu dans la charte. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme essentiel? Comme essentiel, c'est le maillage, si vous voulez, le maillage. Améliorer le maillage du terrain. Il faudrait qu'on multiplie les camps.
multiplier les camps. Si vous avez encore une fois un camp, mon petit, s'il y a si vous voulez, un village ou une localité, parce que les gens sont surpris, hein, chaque fois de plus en plus, puisqu'ils ne peuvent pas attaquer, de moins en moins, ils ont la capacité d'affronter les forces, ils vont tomber sur les pauvres paysans dans leur... Mais on ne peut pas déployer les militaires un peu partout. Ce n'est pas possible. Donc il faut améliorer le maillage sécuritaire pour que l'armée soit plus efficace. On a appelé l'attention du commandement sur ça. Et ce qui est important, on recrute beaucoup, mais comme on le dit, mieux vaut moins, mais mieux. Ce n'est pas tout de recruter des centaines de milliers de soldats. Il faut avoir l'équipement nécessaire pour qu'ils puissent être opérationnels. Et surtout, il faudrait que la capacité opérationnelle des exécutants soit au top pour que, comme on l'a dit, la capacité, si vous voulez, de l'outil ne soit pas au-delà de la capacité de l'artiste qui l'emploie. Sauf que ça coûte très cher. Voilà. Bene kadi wa bene nyonte fana malide nu ankana sonyo komburu jama bene kadi wa bene nyonte fana fasode nu ankana sonyo konkoniyama. Salut tout le monde, nga foli be aw bela jeli aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ Lumière TV de kɔnɔna la a ka 5e anniversaire sera ka ban. Donc le 12 juillet an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Café des Arts kɔnɔna la o tɛ yɔrɔ dogolen ne yɛrɛ Chacha Baro ne yɛrɛ bɛna kɛ a don su ani artiste caman an bɛ taa bila danden de la yen don aw ka bɔ dɛ i b'a fɔ ko kɔnɔkulu bye.